Le glaucome n'est pas forcément si loin de la rétine médicale. Donc, on sait que dans le glaucome, l'analyse maculaire en OCT permet d'apprécier donc les altérations des couches ganglionnaires maculaires au stade prépérimétrique. On sait qu'en région maculaire, la neuropathie glaucomateuse va affecter de manière préférentielle les fibres nerveuses, les cellules ganglionnaires et la plexiforme interne. Donc, comme vous le savez, avec les avènements des OCT, on a amélioré la segmentation et on s'est rendu compte que finalement, on pouvait avoir des modifications bien au-delà, jusqu'à la nucléaire interne. Et j'attire votre attention sur les aspects caractéristiques de la nucléaire interne en OCT-BSCAN, qui est la couche finalement la plus hyporéflective de la rétine interne. Donc, notre découverte, déjà il y a maintenant quelques années, parce que c'est quelque chose que j'avais publié dans un livre avec Bruno Lombroso, qui était l'un des premiers livres sur l'OCT en face, c'était la présence de microkystes en région maculaire, localisés au niveau de la couche nucléaire interne, et qu'on avait retrouvé chez certains patients qui avaient des neuropathies optiques glaucomateuses, et l'OCT en face nous avait permis d'apprécier de manière relativement précise leur distribution et leur localisation, afin de pouvoir avoir une corrélation anatomo-fonctionnelle. Donc ces kystes prenaient ces aspects relativement fusiformes, perpendiculaires à la rétine, ici en nucléaire interne, avec un œdème de la nucléaire interne, et donc de localisation maculaire. Donc, en OCT en face, on avait utilisé des slabs relativement courts de 25 microns pour mettre en évidence ces défects microclistiques périphovéolaires, prenant l'aspect en OCT en face de ponctuation hyporéflective, avec un aspect d'ombrage sur la visualisation en face en fonction de la densité. Et voilà les images que l'on pouvait obtenir. Finalement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pendant de nombreuses années, on voyait beaucoup d'examens d'OCT du nerf optique qui étaient réalisés sans forcément s'intéresser et réaliser de manière systématique des coupes maculaires. Et finalement, moi j'encourage tout le monde à réaliser toujours un examen finalement complet, même quand c'est pour une surveillance de glaucome, et regarder ces aspects kystiques très bien individualisables. Donc au cours de la consultation, que ce soit à mon cabinet ou au CHNO des 15-20, on a isolé à peu près 14 patients qui présentaient ces aspects de kyste au niveau de la nucléaire interne, qui finalement est une atteinte, mais non spécifique du glaucome. 8 femmes, 6 hommes, un âge moyen de 58 ans. 13 patients étaient suivis pour GAO sous traitement et un patient était vierge de traitement. Donc chaque patient a bénéficié d'un OCT RTView ou XR Alventier avec une mesure du RNFL et du complexe ganglionnaire. J'ai également mesuré l'épaisseur de la nucléaire interne sur les BSCAN et dans la zone des kystes et au voisinage des kystes. On a réalisé un OCT en face de 7 x 7 avec un slab de 25 microns et j'ai analysé la densité de ces kystes avec un logiciel d'imagerie, Imagy, pour pouvoir avoir une corrélation fonctionnelle avec le champ visuel central au 10-2 avec une détermination de la sensibilité moyenne par cadran. Donc, comme je vous l'ai exposé précédemment, l'aspect morphologique de ces kystes était plutôt fusiforme, perpendiculaire à la surface rétinienne, associé à un épaississement de la nucléaire interne. Leur taille était relativement proportionnelle à l'épaisseur de la nucléaire interne et c'était toujours associé à un amincissement des ganglionnaires et des fibres optiques. Donc, quant à la distribution, rien de choquant. Finalement, on voit que la prédominance de la localisation de ces kystes est en temporale inférieure au niveau de la région maculaire, et on voit bien que c'était toujours associé à un œdème de la nucléaire interne par rapport à l'épaisseur de la nucléaire interne au voisinage de ces kystes. Donc les résultats, on avait une très bonne corrélation en miroir par rapport aux fibres nerveuses et une corrélation également assez bonne entre la densité des kystes et la sensibilité du champ visuel, avec une analyse statistique avec un petit p inférieur à 0,05 qui montrait bien une corrélation significative entre la densité de ces kystes et la sensibilité rétinienne. Donc ici, quelques cas. Ici, on s'était en face, comme on l'a vu précédemment, on voit bien les déficits fasciculaires. On met en évidence ici la présence de ces kystes, ici aussi en BSCAN. Et donc, on zoome un tout petit peu. Et donc là, vous voyez, on a une corrélation
qui était toujours quasiment systématique avec le champ visuel central. Ces kystes étaient toujours associés à un scotome central dans la région du 10-2. Un autre cas, ici, on voit bien le déficit fasciculaire en OCT en face, la présence de ces kystes et dont la distribution est très bien mise en évidence par l'OCT en face, et là aussi, toujours une corrélation en miroir avec le champ visuel. Donc, dans la discussion, finalement, on sait que dans les modélisations humaines et animales, on supporte qu'on trouverait finalement un amincissement de la rétine de la nucléaire interne, mais que l'épaississement de la nucléaire interne associé au kyste pourrait être le stade précédent l'amincissement de la nucléaire interne. D'autres études en microscopie électronique ont montré des pertes neuronales au niveau de la nucléaire interne et de la nucléaire externe, et qu'elles étaient bien entendu corrélées également à l'amincissement des ganglionnaires. Et donc tout naturellement, on s'était intéressé finalement au rôle des cellules de Muller, de par leur position transversale dans la rétine, et qu'elles pourraient constituer un vecteur de la dégénérescence rétinienne superficielle qui s'étendrait jusqu'à la nucléaire interne, ces sièges des noyaux des cellules de Muller. Donc, on sait que les cellules de Muller ont un rôle de protection neuronale, incluant les cellules rétiniennes. Donc, l'hypothèse, finalement, serait que la dégénérescence rétrograde transsynaptique des cellules de Muller pourrait être secondaire à la perte des cellules ganglionnaires, et des modèles animaux supportent l'hypothèse que les cellules de Muller pourraient avoir un rôle dans l'exacerbation de la mort neuronale. Finalement, le schéma serait le suivant. L'amincissement d'un certain type de population de couches ganglionnaires rétiniennes induirait un excès de glutamate de calcium et d'ATP dans le micro-environnement cellulaire proche et induirait une excitotoxicité. Par la suite, l'activation pathologique des récepteurs du glutamate induirait une apoptose des cellules ganglionnaires rétiniennes. Ensuite, la modification de la fonction gliale, la perturbation de la fonction gliale, et en particulier de celle des cellules de Muller, participerait au défaut d'évacuation du glutamate et contribuerait ainsi à exagérer le phénomène excitotoxique. Et donc ici, une image en BESCAN qu'on avait corrélée avec une image d'immunohistochimie du laboratoire, et on voit bien la présence de ces kystes fusiformes. Donc ces kystes, comme je vous l'ai dit précédemment, ne sont pas forcément spécifiques du glaucome. On les retrouve dans certaines séquelles de névrite optique, dans la sclérose en plaques, dans certaines neuropathies optiques compressives en cas de drusène calcifiée de la tête du nerf optique, dans les atrophies optiques non glaucomateuses. Et donc finalement, la présence de ces kystes pourrait être finalement un signe péjoratif de l'évolution du glaucome, et que ça arriverait finalement chez des patients glaucomateux mal contrôlés, quand on a des souffrances finalement aiguës. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est finalement pourquoi la prévalence est relativement faible aussi. On sait que finalement ces kystes peuvent être relativement fins, mais peut-être que probablement on aurait tendance, si vous voulez, à les sous-évaluer, parce que tous nos outils nous permettent de réaliser des sommations d'images, donc ça améliore la visualisation des interfaces, mais ça va avoir tendance à gommer certaines informations, et donc ça nécessite toute notre attention sur l'analyse des coupes en BESCAN ou en OCT en face. Et donc, l'OCT angiographie, naturellement, on parle toujours d'analyser le plexus superficiel, là où se situe le siège des cellules ganglionnaires, mais que, finalement, il serait aussi bien de s'intéresser au plexus profond, siège des noyaux des cellules de Muller, mais pour cela, il faut avoir des outils qui suppriment les artefacts. Et regardez ici, ça c'est une patiente dont l'évolution nous montrait une diminution de la densité vasculaire profonde qui était corrélée à l'augmentation de la pression intraoculaire, et son champ visuel était normal. Donc en conclusion, j'ai essayé de respecter mon temps cette fois, l'amincissement des ganglionnaires initierait une cascade de dégénérescence transneuronale. Ces modifications kystiques de la nucléaire interne pourraient être la résultante d'un processus dégénératif transsynaptique. Leur présence est toujours associée à l'existence d'un scotome péricentral avec une excellente correspondance et constitue finalement un marqueur péjoratif de l'évolution du glaucome. Cet aspect doit être différencié de toute autre forme d'aspect kystique ou d'œdème. Leur présence est très probablement sous-estimée, et bientôt les progrès de l'imagerie nous permettront probablement d'en mettre
plus en évidence. Et l'analyse maculaire en OCTA est une voie d'analyse intéressante avec l'analyse de la densité vasculaire du plexus profond. Et je vous remercie de votre attention.